Ma femme m'a trompé dans notre appartement de Lyon. Et le plus absurde, ce n'est même pas que je l'ai trouvé avec un autre, c'est que ma mère m'a dit ensuite, très sérieusement, c'est juste une erreur, ne détruis pas la famille. Comme si Rachel avait oublié d'acheter du pain à la boulangerie, pas oublié qu'elle était mariée. Je m'appelle Marc, 36 ans, ingénieur en structure, le genre d'homme qui connaît la résistance d'une poutre au millimètre près, mais qui n'avait pas vu que son mariage se fissurait sous son propre toit. Pendant 7 ans, Rachel et moi avions vécu une vie que les gens appellent stable. Un appartement correct à Villeurbanne, acheté avant notre mariage grâce à l'héritage de mon grand-père. Une cuisine blanche qu'elle avait choisie en disant « ça fera plus lumineux ». Un canapé trop cher où je n'avais jamais osé boire un café sans poser un dessous de tasse. Et des plans bien rangés, économie, travaux raisonnables, peut-être une maison plus tard, peut-être des enfants quand nos comptes arrêteraient de ressembler à une blague de comptable fatigué. Moi, je voulais construire. Rachel, elle voulait embellir. Ce qui, dans son vocabulaire, voulait dire refaire la salle de bain, parce que le carrelage fait triste. Commander des luminaires italiens, parce que ça change l'énergie. Partir à Lisbonne, sur un coup de tête, parce que on n'a qu'une vie. Oui, on n'en a qu'une. Justement, j'aurais préféré ne pas la passer à négocier avec mon conseiller bancaire, comme si je demandais l'asile financier. Ma mère, Linda, adorait Rachel. Pas simplement l'appréciait. Non, elle l'avait adoptée avec une ferveur presque administrative. Rachel disait « Je me sens incomprise ». Ma mère répondait « Ma pauvre chérie ». Je disais « On devrait limiter les dépenses ». Ma mère soupirait « Marc, tu es dur. Ton père était pareil. Pratique. Mon père était mort depuis 10 ans, donc incapable de se défendre, ni de me rappeler de fuir avant la tempête. Le soir où tout a basculé, j'étais sorti tard du bureau après une réunion interminable sur un chantier à la Pardieu. Pluie fine, RER, enfin TER, jusqu'à Lyon, puis métro bondé. Chemise collée dans le dos, cerveau en mode économie d'énergie. J'avais acheté 2 éclairs au chocolat dans la boulangerie près de chez nous, parce que Rachel avait envoyé plutôt un simple soirée tranquille ce soir. J'avais trouvé ça froid, mais j'étais naïf. Je croyais encore que tranquille voulait dire Netflix et soupe Picard, pas procès-verbal de décès conjugal. En montant les escaliers, j'ai remarqué une chose idiote. Notre paillasson était de travers. Rachel le remettait toujours droit. Obsession héritée de sa mère. Une entrée propre, c'est une vie propre. J'aurais dû rire. J'ai surtout senti mon estomac se serrer. Dans l'entrée, une paire de chaussures d'homme inconnue attendait sagement à côté du meuble Ikea. Cuir marron, pointure arrogante. Pas celle d'un plombier. Pas celle d'un voisin venu parler du syndic. J'ai posé les éclairs sur la console. Sans bruit. Dans le salon. 2 verres de vin sur la table basse. Une bougie allumée. Celle que Rachel gardait pour les bonnes occasions. J'ai avancé vers le couloir. Et là, j'ai entendu sa voix. Basse, nerveuse. Puis une voix masculine. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup dans la porte. Je l'ai ouverte. Simplement. Parce que dans certaines situations, le théâtre est inutile. La réalité joue déjà très bien son rôle. Rachel était là, figée, blanche comme le mur. L'homme aussi. Un brun d'environ 40 ans que j'avais déjà vu sur une photo de groupe d'un séminaire. Thomas, le fameux collègue. Tellement drôle mais rien à voir. Marc, arrête d'être parano. Magnifique. J'avais donc été parano avec 6 mois d'avance, ce qui est presque une compétence professionnelle. J'ai regardé Rachel, puis lui, puis la chambre, notre chambre, et j'ai dit, d'une voix tellement calme que même moi je ne l'ai pas reconnu. Tu as 3 minutes pour t'habiller et sortir de chez moi. Thomas a bredouillé mon prénom, comme si nous étions sur le point de devenir amis. Mauvaise stratégie. Je lui ai montré le couloir. 2 minutes 40. Rachel pleurait déjà. Bien sûr, les larmes sont parfois plus rapides que la honte. Elle a murmuré. « Marc, attends, je peux expliquer. » J'ai répondu « Non, tu peux parler. Expliquer. C'est autre chose. » Thomas est parti en ramassant ses chaussures, sans dignité, mais avec une certaine vitesse. Je lui reconnais ça. Quand la porte d'entrée s'est refermée, Rachel a tendu la main vers moi. Je me suis reculé. Pas violemment. Juste assez pour qu'elle comprenne que la distance entre nous venait de devenir officielle. Elle a dit « Je suis désolé.
J'ai regardé les 2 éclairs au chocolat toujours posés dans l'entrée. Ridicules, parfaitement alignés dans leur petite boîte. Et j'ai pensé que même la pâtisserie avait plus de tenue que mon mariage. Puis, je suis allé dans le dressing. J'ai sorti un sac de sport, 2 chemises, des papiers, mon ordinateur, mon passeport, ma montre, le chargeur de téléphone, les choses essentielles, pas les souvenirs. Les souvenirs, eux, pouvaient brûler tranquillement dans l'appartement témoin de leur petite promotion canapé. Rachel me suivait comme une ombre mal réglée. « Tu ne peux pas partir comme ça. » J'ai fermé la fermeture éclair du sac. « Regarde-moi bien, Rachel, c'est exactement comme ça que je pars. » Dans l'ascenseur, mon téléphone vibrait déjà. 1 fois, 2 fois, 10 fois, je n'ai pas regardé. Dehors, la pluie avait redoublé. J'ai appelé James, mon meilleur ami depuis l'école d'ingé. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Tout va bien ?» j'ai dit. « Non. » Il n'a pas posé de questions inutiles. Juste, j'ouvre le canapé. 20 minutes plus tard, j'étais chez lui, trempé, silencieux, avec mon sac à mes pieds et ma vie en miettes dans ma poche. À 23h17, Rachel a envoyé son premier message. « Je t'en supplie, réponds. » À 23h41, le deuxième, je me sentais seul. À minuit passé. « Tu travailles tout le temps. J'ai fait une erreur. » J'ai posé le téléphone face contre table. James m'a tendu un verre d'eau. Pas d'alcool. Il me connaît. « Tu veux que je dise quelque chose ?» Il a demandé. J'ai répondu « Non, demain je fais une liste. » Il a hoché la tête. Et c'est là que j'ai compris que ma douleur pouvait attendre. Mais pas ma stratégie. Le lendemain matin, avant même le café, j'ai ouvert mon ordinateur. Compte bancaire, facture, contrat de mariage, relevé, assurance habitation, tableau Excel. Parce que quand on vous plante un couteau symbolique dans le dos, autant vérifier qui paie encore l'abonnement fibre. Puis mon téléphone a sonné. Maman, affiché en grand. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai décroché. Et sa première phrase a été « Marc, Rachel m'a tout raconté. Sois intelligent. Ne fais pas une bêtise. » C'est à ce moment précis que j'ai compris que je venais de perdre bien plus qu'une épouse. Ma mère avait cette voix douce qu'elle utilisait pour annoncer les catastrophes en les emballant dans du papier cadeau. « Marc, écoute-moi. Je sais que tu souffres, mais Rachel a fait une erreur. Une erreur. » J'ai regardé mon tableau Excel ouvert. Colonne, charge commune. Colonne, épargne. Colonne, dégâts émotionnels, non remboursables par la mutuelle. Dommage, celle-là n'existait pas encore. Maman, elle n'a pas renversé du café sur le tapis. Elle a invité un homme dans notre lit. Silence. Puis son soupir. Celui qui voulait dire que j'étais encore trop rigide, trop froid, trop moi. Tu travailles beaucoup. Tu n'es pas toujours présent. Elle s'est sentie seule. J'ai presque ri. Pas de joie. Plutôt ce petit rire sec qu'on a quand la stupidité prend le tram sans ticket et s'assoit en face de vous. Donc sa solitude avait le double des clés et connaissait notre code d'immeuble. J'ai dit « Marc, ne sois pas cruel. » Bien sûr, le cruel, c'était moi. Pas la femme qui avait transformé notre chambre en annexe de son bureau. J'ai raccroché avant de devenir vulgaire. James m'a observé depuis sa cuisine, tasse de café à la main. « Ta mère ?» il a demandé. « Elle vient de déposer sa candidature au poste d'avocate de Rachel. » Il a grimacé. « Solide choix de carrière. » Dans la matinée, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. Maître Fournier, cabinet près de Bellecour, femme d'une 50aine d'années, tailleur gris, regard chirurgical, le genre à pouvoir découper un mensonge avec un trombone. Je lui ai exposé la situation sans trembler. Maison achetée avant mariage, avec fonds hérités, compte joint, une voiture, quelques placements, dette de travaux pour une cuisine que je détestais poliment. Elle a pris des notes, puis a levé les yeux. L'appartement reste à vous, sauf compensation liée à certains investissements communs. Les avoirs partagés devront être répartis, la voiture probablement discutée. Pour le reste, il faudra éviter les échanges émotionnels inutiles. J'ai dit, c'est mon nouveau sport. Elle m'a conseillé de rester factuel, de ne pas répondre aux provocations, de sauvegarder tous les messages, de changer certains accès, pas pour nuire, pour protéger, nuance que Rachel aurait sûrement appelée violence administrative. En sortant du cabinet, j'avais mal au ventre, mais la tête droite, comme après un diagnostic sérieux. Au moins, maintenant,
Le monstre avait un nom, divorce, et un calendrier. Sur WhatsApp, Rachel avait changé de ton. Après les excuses, les justifications. Je me sentais invisible. Tu préférais tes plans d'épargne à moi. Thomas m'écoutait. Charmant. Thomas écoutait donc avec tout son corps de collègue disponible. Puis sont venues les phrases plus acides. Tu vas vraiment jeter 7 ans pour une soirée. Une soirée. Encore une promotion sur la réalité. J'ai envoyé les captures à Maître Fournier, sans répondre. Le silence, parfois. C'est la seule phrase qui garde sa chemise propre. Le soir même, ma mère est venue chez James. Je ne lui avais pas donné l'adresse. Mais Linda avait ses réseaux. Une cousine, un ancien voisin. Peut-être le fichier secret des mères françaises déterminé. Elle a sonné à 19h08. James a ouvert. Elle tenait une tarte aux pommes. Parce que, apparemment, la trahison se digère mieux avec une pâte brisée. Je veux parler à mon fils. J'étais dans le salon. J'ai dit « Ton fils t'écoute ». Elle est entrée, a posé la tarte sur la table basse et a commencé son discours. Rachel pleure. Rachel regrette. Rachel t'aime. Rachel a peur. Rachel ne mange presque plus. Comme si je devais applaudir parce que son appétit avait plus de morale que ses choix. Et moi, maman, je fais quoi? Je lui prépare une soupe. Elle m'a regardé, blessé. Tu parles comme un juge. Non, comme un mari qui a ouvert la bonne porte au mauvais moment. Elle s'est assise, main serrée sur son sac. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est bien, mais un mariage, ça se répare. Pas quand l'un des deux s'en sert comme d'un Airbnb sentimental. James a toussé pour cacher un sourire. Ma mère l'a fusillé du regard. Puis elle a dit la phrase qui a cassé quelque chose de net. Ton père m'a fait souffrir aussi. Et je suis resté pour toi et Derek. J'ai senti la pièce devenir froide. Donc, tu as décidé de recycler ton malheur en conseil conjugal. Elle a blêmi. Ne me parle pas comme ça. Alors, ne me demande pas de vivre dans ta vieille prison pour que tu te sentes courageuse, rétroactivement. Elle est partie furieuse, sans la tarte. Détail important. James l'a regardée. Puis moi, on la mange ou c'est une pièce à conviction. J'ai répondu, on la mange, elle n'a rien fait. Le lendemain, ma mère a changé de méthode. Appels manqués, messages vocaux. Puis Derek, mon frère cadet, commercial à Grenoble, champion régional de la paix familiale, quand elle ne lui coûte rien. Frérot, maman est en vrac. Rachel aussi. Tu pourrais au moins discuter. Je discute avec mon avocate. Tu détruis la famille. J'ai regardé mon écran, fasciné par cette phrase. Toujours servi par ceux qui arrivent après l'incendie avec un briquet à la main. Derek, Rachel a détruit mon mariage. Maman détruit notre relation. Toi, tu viens juste ajouter une petite couche de peinture moche. Il s'est énervé. Tu te prends pour qui? Pour quelqu'un qui n'a plus envie de servir de paillasson. Puis, je l'ai bloqué. Simple, propre, presque élégant. La semaine suivante, ma mère s'est présentée à mon travail, à l'accueil de notre bureau près de Gerland. Tailleur beige, visage fermé, elle a demandé à me voir pour une urgence familiale. Ma collègue Inès m'a appelé. Il y a une dame qui dit être ta mère. Elle a l'air prête à négocier un traité de paix ou à envahir la Pologne. Je suis descendu, furieux, mais poli. Il y a des halls d'entreprise où même votre colère doit badger à l'entrée. Maman, tu ne viens plus jamais ici. Elle a murmuré. Rachel veut juste te parler. Alors elle prendra un ticket comme tout le monde chez son avocat. Tu es dur, Marc. Non, je suis disponible uniquement pour les gens qui respectent ma porte fermée. Des collègues passaient, regard discret. L'humiliation avait mis un badge visiteur. Ma mère a baissé la voix. Tu vas regretter. Je me suis approché juste assez. Ce que je regrette, c'est d'avoir cru que ma mère me protégerait au lieu de protéger mon humiliation. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Pour une fois, victoire minuscule, mais réelle. Le soir, j'ai récupéré quelques affaires à l'appartement avec James comme témoin. Rachel n'était pas censée être là. Pourtant, elle attendait dans la cuisine, maquillée, pull crème, yeux rouges, calculés avec précision. Sur la table, nos albums photos, armes de nostalgie massive. Marc, regarde-nous. J'ai pris mon dossier de papier dans le tiroir. Je nous ai assez regardés. Elle a soufflé. Thomas ne comptait pas. J'ai enfin tourné la tête vers elle. Il comptait assez pour connaître le chemin de ma chambre. Elle a pleuré. Je t'aime. Tu aimais surtout le confort de ma loyauté. Derrière elle, son téléphone s'est allumé.
Un message WhatsApp aperçu sur l'écran. Thomas, tu lui as dit pour nous depuis janvier. J'ai senti mon sang devenir silencieux. Janvier. Nous étions en juin. 6 mois. Pas une erreur. Une saison complète. Rachel a retourné le téléphone trop tard. Et moi, j'ai souri. Pas heureux. Non. Mais cette fois, j'avais la preuve que même son mensonge mentait mal. Je l'ai photographié d'un geste rapide. Elle a crié mon prénom. Et James a murmuré « Oh, là, ça devient intéressant. » Rachel a tendu la main vers mon téléphone comme si la capture d'écran était un animal dangereux. J'ai reculé d'un pas. James s'est placé entre nous avec son calme de type qui a déjà vu trop de réunions de copropriété finir en guerre froide. « Marc, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. » a-t-elle dit. Phrase magnifique. Vraiment, la préférée des gens surpris avec la vérité ouverte sur la table. Je crois que janvier vient avant juin, mais je peux vérifier dans un calendrier. Elle s'est assise, soudain moins théâtrale. Au début, on parlait seulement. J'allais mal. J'ai ouvert le tiroir, pris mes papiers d'assurance, le contrat de prêt des travaux, ma carte vitale oubliée dans une pochette. Tu allais tellement mal que tu as eu besoin de 6 mois de suivi personnalisé. Elle a serré les dents. Tu ne comprends jamais rien aux émotions. Je comprends les dates. C'est déjà pas mal. James a étouffé un rire. Rachel l'a regardé, comme s'il était responsable du naufrage. Pratique. Quand le bateau coule, accuser le phare. Je suis parti avec mes dossiers. Et cette capture qui changeait tout, pas juridiquement comme dans les films américains. Nous étions en France. Pas dans une série où l'avocat claque des doigts et gagne un château. Mais moralement, oui. Cette preuve transformait son erreur en abonnement longue durée. Maître Fournier l'a lu le lendemain avec un sourcil levé, ce qui, chez elle, équivalait à un feu d'artifice. Cela confirme la mauvaise foi dans ses messages. Gardez tout, ne discutez plus seul avec elle. Puis elle a ajouté « Votre mère continue. » J'ai cligné des yeux. « Pardon. » Elle a tourné son écran vers moi. Rachel avait transmis à son avocate une attestation rédigée par Linda, ma propre mère, expliquant que j'étais distant, obsédé par l'argent, émotionnellement indisponible. J'ai relu 3 fois, parce qu'un coup de couteau, quand il vient avec une signature maternelle, mérite au moins une bonne orthographe. « Elle a écrit ça ?» ai-je demandé. Maître Fournier a répondu sans douceur inutile. « Oui. » J'ai appelé ma mère depuis le trottoir de Bellecour. Les voitures passaient. Les pigeons picoraient, comme des juges blasés. Elle a décroché presque tout de suite. « Marc, tu as fait une attestation pour Rachel. » Silence. Pas assez long pour nier. Trop long pour être innocente. J'ai dit la vérité. J'ai regardé la statue au loin. Solide, muette, enviable. Ta vérité à toi, c'est que je méritais d'être trompé, parce que je refusais un dressing sur mesure. Ne déforme pas. Je ne déforme rien. Tu as choisi son dossier contre ton fils. Sa voix s'est cassée, mais pas dans le bon sens. Je veux sauver ton mariage. Non, tu veux sauver ton scénario. Celui où la femme endure. L'homme pardonne. Et tout le monde mange le rôti du dimanche, en faisant semblant que la maison ne sent pas le gaz. Elle a murmuré « Tu es injuste ». Et là, quelque chose en moi est devenu très calme. « Maman, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles plus, tu ne passes plus par Derek, tu ne viens plus au bureau, tu ne contactes plus mes amis. Si tu continues, je transmets tout à mon avocate. » Elle a crié mon prénom. J'ai raccroché, puis je l'ai bloqué, main tremblante, visage sec. Dignité en mode économie d'énergie, mais encore debout. Les semaines suivantes ont été d'une violence polie. Courrier d'avocat, inventaire des meubles, estimation de la voiture, relevé de compte, discussion sur le remboursement des travaux de la cuisine. Cette cuisine blanche où Rachel avait bu du vin avec Thomas pendant que je payais la crédence. Ironie décorative. Au premier rendez-vous de conciliation, elle portait une robe bleu marine et son air de victime premium. Dans le couloir du tribunal judiciaire, elle m'a soufflé. On aurait pu éviter ça. J'ai répondu « Oui, en janvier ». Son avocate a toussé. Maître Fournier a souri avec les yeux. Petite récompense. Je découvrais aussi les coulisses. Rachel avait vidé une partie du compte commun pour payer des dépenses urgentes, qui ressemblaient étrangement à un week-end à Annecy et à 3 achats aux Galeries Lafayette. Maître Fournier a demandé les justificatifs. Rachel a protesté, puis a rendu une partie,
Pas par remords, par peur des lignes comptables. Les gens peuvent mentir longtemps, mais les relevés bancaires ont cette vulgarité délicieuse de se souvenir de tout. Derek a tenté de m'écrire depuis un autre numéro. Maman pleure tous les soirs. Tu vas trop loin. J'ai répondu une seule fois. Quand maman pleurera pour ce qu'elle m'a fait à moi, on parlera. Puis blocage, version 2. Mise à jour de sécurité familiale. Le divorce a été prononcé en novembre, un matin gris, pluie sur les vitres, radiateur trop fort, odeur de papier humide. Rachel a obtenu une part de l'épargne commune et la voiture. Une Peugeot qu'elle avait choisie parce qu'elle était plus chic en gris. Grand bien lui fasse, j'ai gardé l'appartement, mes placements personnels, mon travail, et cette chose très sous-estimée qu'on appelle le silence chez soi. Quand tout a été signé, elle m'a attendu devant le bâtiment. Tu es vraiment capable de finir comme ça. J'ai resserré mon écharpe. Non, Rachel, je suis capable de recommencer comme ça. Elle a pleuré. Encore. Mais cette fois, ses larmes sont tombées, sans trouver de sol chez moi. J'ai changé de numéro la semaine suivante, résilié certains abonnements, modifié les mots de passe, repeint la chambre en vert sauge parce que le blanc clinique de Rachel me donnait envie d'insulter des catalogues. J'ai vendu le canapé trop cher à un couple du 6e qui trouvait la ligne très pure. Évidemment, il avait surtout absorbé 7 ans de conversations inutiles. Mais je n'ai pas jugé. Chacun ses vices. J'ai recommencé simple. Travail, salle de sport à Charpennes, course au marché le samedi, dîner avec James et Inès, qui me forçaient à sortir juste un verre et finissaient par me faire rire malgré moi. Le printemps est arrivé sans demander pardon. J'ai obtenu une promotion, responsable de projet sur une réhabilitation d'immeuble près de Confluence. J'ai repris le softball avec une équipe amateur, sport improbable, où des adultes courent après une balle en prétendant que c'est une stratégie de vie. Mon corps a changé, moins de fatigue, plus de présence. Je dormais mieux, je cuisinais, je parlais moins de Rachel. Signe excellent. Un jour, après un match, une femme m'a corrigé sur un calcul de trajectoire, avec une précision insultante. Votre angle est mauvais, mais votre enthousiasme est touchant. Elle s'appelait Sarah, ingénieure aussi, cheveux attachés, sourire tranquille. Pas le genre à confondre amour et chantier de rénovation. Nous avons pris un café près du parc de la Tête d'Or, puis un autre, puis un dîner. Avec Sarah, tout était simple. Pas pauvre, simple. Elle disait ce qu'elle pensait, payait sa part, sans en faire un manifeste. Riait de mes sarcasmes, au lieu d'en faire une pathologie. Quand je lui ai parlé de mon divorce, sans détails inutiles, elle a posé sa main sur la tasse et a dit « Je ne suis pas là pour réparer ce que quelqu'un d'autre a cassé. Je suis là pour voir qui tu es maintenant. » Phrase propre, adulte, presque suspecte, tellement elle était saine. 8 mois après avoir bloqué ma mère, alors que je sortais d'une réunion de chantier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai décroché. C'était Derek, voix basse, sans arrogance cette fois. « Marc, c'est maman. Elle a fait un infarctus. Elle est à l'hôpital cardiologique. Elle demande à te voir. » J'ai fermé les yeux, au milieu du trottoir. Autour de moi, les voitures continuaient, les gens passaient. La vie avait cette indécence de ne jamais suspendre la séance. Derek a ajouté « Elle dit qu'elle n'a peut-être plus beaucoup de temps pour réparer. » Et moi, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille, en plein vent, devant un chantier où 3 ouvriers débattaient d'un échafaudage avec plus de maturité que ma famille entière. Derek a répété « Marc, tu m'entends ?» Oui, je l'entendais. Malheureusement, mon passé avait une excellente couverture réseau. « Quel hôpital ?» ai-je demandé. Il m'a donné l'adresse. Hôpital cardiologique, Louis Pradel. Bron. Puis il a ajouté, plus bas, « Je sais qu'on a été con. » J'ai répondu, « C'est bien, vous découvrez le diagnostic. » Et j'ai raccroché. Le soir, j'en ai parlé à Sarah. Dans ma cuisine repeinte, elle coupait des tomates avec cette concentration d'ingénieur capable de faire une salade, comme un plan de pont. « Tu veux y aller ?» m'a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Elle n'a pas sorti de morale prête à réchauffer. Pas de « c'est ta mère », pas de « tu regretteras », juste « alors va avec tes limites, pas avec ta culpabilité ». Voilà pourquoi je l'aimais bien. Elle ne confondait pas compassion et laisse autour du cou. Le lendemain, j'ai pris le tram, puis le métro,
puis un bus jusqu'à l'hôpital. Parce que même en crise familiale, Lyon exige une correspondance. Dans le couloir, ça sentait le désinfectant, le café brûlé du distributeur et les fleurs trop optimistes. Derek m'attendait près des ascenseurs, amaigri, mal rasé. « Merci d'être venu. » J'ai hoché la tête. Pas assez tendre pour le rassurer. Pas assez froid pour être cruel. Il a voulu parler. J'ai levé la main. Pas maintenant. Dans la chambre, ma mère semblait plus petite, branchée à des machines qui faisaient leur petit travail sérieux, sans drama. Linda a tourné la tête. Ses yeux se sont remplis. Mon fils. J'ai posé ma veste sur une chaise. Je suis resté debout. Bonjour maman. Elle a tendu la main. Je ne l'ai pas prise. Pas par punition théâtrale. Simplement parce que mon corps avait encore de la mémoire. Elle l'a compris. Sa main est retombée sur le drap. Je suis désolé. 2 mots. Enfin. Mais les mots tardifs arrivent toujours avec des frais de retard. Pourquoi exactement ? Ai-je demandé. Elle a fermé les yeux. Pour Rachel. Pour t'avoir forcé. Pour avoir écrit cette attestation. Pour avoir choisi sa douleur à elle au lieu de voir la tienne. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Tu ne m'as pas seulement blessé. Tu m'as isolé. Tu m'as fait passer pour le méchant alors que je ramassais les morceaux. Elle a pleuré sans bruit, ce qui avait plus de poids que ces grandes scènes d'avant. Je voulais croire qu'on pouvait tout réparer. Parce que si ton mariage se brisait, ça voulait dire que le mien aussi avait été une prison inutile. Enfin, la vérité sortait. Pas belle, pas propre, mais utilisable. Maman, je ne suis pas le monument commémoratif de tes regrets. Elle a hoché la tête. Je sais. Non, tu ne sais pas encore. Alors écoute bien. Je me suis assis, pas trop près. Je ne te pardonne pas aujourd'hui. Je ne rejoue pas le fils modèle, parce que tu as eu peur. Si tu veux une place dans ma vie, elle aura des conditions. Elle a murmuré. Dis-les. Tu reconnais que j'ai eu raison de divorcer. Tu ne prononces plus le prénom de Rachel pour me faire réagir. Tu respectes Sarah, même si tu ne la connais pas. Tu ne passes plus par Derek. Tu ne débarques plus à mon travail. Et tu arrêtes la manipulation déguisée en amour maternel. Dans le silence, les machines ont bipé. Très professionnel. Ma mère a essuyé sa joue. D'accord. J'ai attendu l'objection, le soupir, le petit « mais ». Rien. Seulement, tu as eu raison de divorcer. Rachel t'a trahi. Et moi aussi. Cette phrase m'a fait plus mal que prévu, parce qu'elle arrivait enfin habillée correctement. Derek, à la porte, avait tout entendu. Il a baissé les yeux. Moi aussi, je suis désolé. J'ai tourné la tête. On verra. Pas « ça va », pas « viens dans mes bras ». Nous n'étions pas dans un téléfilm de Noël sur France 3. Une infirmière est entrée, a annoncé qu'il fallait laisser ma mère se reposer. Linda a demandé « Tu reviendras ». Je me suis levé, j'ai pris ma veste. « Je viendrai si tu continues à respecter ce que je viens de dire ». Elle a hoché la tête, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas essayé de négocier. En sortant, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, quelques mots seulement. « Marc, j'ai appris pour ta mère. On devrait parler, Rachel. » J'ai regardé l'écran, puis Derek, puis la porte de la chambre. Le passé venait visiblement en Pâques familiale. Et cette fois, je savais exactement quoi en faire. J'ai fixé le message de Rachel dans le couloir de l'hôpital, entre un distributeur de café tiède et une affiche sur la rééducation cardiaque. Endroit parfait pour constater qu'un passé toxique sait toujours choisir son décor. Derek a vu mon visage. « C'est elle !» J'ai répondu « Oui ». Il a serré la mâchoire. « Tu veux que je lui dise d'arrêter ?» J'ai levé les yeux vers lui, presque amusé. « Non, surtout pas. Nouvelle règle familiale. Chacun garde ses mains dans ses propres poches. » Puis, j'ai supprimé le message, bloqué le numéro et rangé le téléphone. Geste simple, propre, presque cérémonial, comme fermer une fenêtre avant l'orage. Rachel avait fini par quitter Thomas. Je l'ai appris plus tard par Inès, qu'il avait appris par une ancienne collègue, donc par le service de presse officiel des vies ratées. Apparemment, Thomas n'était pas aussi romantique quand il fallait payer un vrai loyer. Quelle surprise! L'amour clandestin perd souvent son parfum quand il rencontre une quittance. EDF. De mon côté, je suis retourné voir ma mère, après son opération. Pas tous les jours, pas en fils repenti, mais régulièrement,
Elle avait changé de ton. Moins de grandes phrases. Plus de faits. Elle me demandait avant d'appeler. Elle ne parlait plus de Rachel. Elle a même commencé une thérapie. Ce qui, chez Linda, équivalait à poser un drapeau sur la lune. Un dimanche, elle a rencontré Sarah, dans un café près de la place Satonnet. Elle avait apporté des fleurs, puis les a gardées dans son sac en disant « Je ne veux pas en faire trop ». J'ai failli applaudir. Sarah lui a souri. Calme. Alors on commence par un café. Ma mère a répondu « C'est très bien ». Pas de test. Pas de comparaison. Pas de petites phrases assassines. Juste deux femmes adultes, devant deux expressos. Miracle français, avec supplément terrasse. Derek aussi a réapparu. Prudemment. D'abord un message, puis un déjeuner. Il s'est excusé, sans expliquer pendant 21 minutes, pourquoi il n'était pas coupable. Progrès notable. Je lui ai dit « Je peux te refaire une place, mais pas te rendre l'ancienne. » Il a accepté. Et c'est probablement là que j'ai commencé à croire que certaines relations se réparent. Non pas comme avant, mais avec des coutures visibles. Les mois ont passé. J'ai gardé l'appartement, mon travail, mes entraînements, mes amis, Sarah, ma paix, et surtout mes limites. Ma mère n'est pas redevenue l'autorité suprême de ma vie. Elle est devenue quelqu'un qui devait mériter l'accès, comme tout le monde. Et bizarrement, ça nous a rendus plus honnêtes. Un soir, en rentrant du softball, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe sans timbre. L'écriture de Rachel. 3 pages. Excuses. Regrets. Souvenirs soigneusement sélectionnés. Et cette phrase « Je comprends enfin ce que j'ai perdu ». J'ai lu debout dans l'entrée. Puis, j'ai déchiré les pages en 4 et je les ai mises dans la poubelle jaune. Tri sélectif, même pour les fantômes. Sarah m'a demandé depuis la cuisine. « Mauvaise nouvelle ?» J'ai répondu « Non, vieux courrier ». Elle a ri, et je suis allé l'aider à préparer le dîner. Ma mère m'a demandé un jour si je lui avais pardonné. Nous étions au parc de la Tête d'Or. Elle marchait lentement, encore prudente avec son cœur. J'ai réfléchi. Je t'ai donné une chance, ce n'est pas pareil. Elle a hoché la tête. Je vais m'en contenter. Bonne réponse. Enfin, je n'ai pas oublié. Je ne veux pas oublier. L'oubli est parfois juste une arnaque vendue aux gens blessés pour qu'ils redeviennent pratiques. Mais je ne vis plus dans la trahison. Je vis après. Rachel a choisi de me perdre. Ma mère a choisi d'apprendre trop tard. Moi, j'ai choisi de ne plus confondre famille avec immunité diplomatique. Aujourd'hui, ma porte est ouverte. Oui, mais il y a une serrure. Et cette fois, c'est moi qui garde les clés. I really want to get some more sunshine in this flat, but it just fucks up my lighting. Yeah, that was really embarrassing. But I just got one saying that her shoes are reduced, so what's everyone doing this evening? It's an adjustment period for the both of us. Yeah, I was kind of like, I've had so many compliments on this shirt today. I'm never taking it off. I did immediately spill smoothie down it. I'm thinking I'm gonna wear it out later with like a cute little crop top underneath. And these are like jeans that are like, look, I can actually get my whole. I wonder if I could get both arms in it. Yeah, hang on. From ASOS Orange Unit. Wait, look, I can get both arms in there. Wait, you can't see, but my other arm is in it. Wait. Hang on. Took it in the middle. Why am I doing this? Bad moment to get stuck. Now do the rest of the stream like that. Probably just as productive as I am normally. I can't get that past my sleeve. Hang on. Why did that one work and the other one didn't? This is why I need to make some money, guys. I need to buy some new clothes. I've put 4 kilos on in the last few months, but I really need some more clothes still. Oh, there we go. Can you see? Chewie's like, Mom, what the fuck are you doing? It just looks like I've got my arms behind my back, really, doesn't it? Wait, they look like the Kevin James. This is a party trick. Well, it just depends on how big the jeans are.
Hi, Joe. I'm sweating. Okay. Okay. Anyway, so my jeans are too big for me. What's ADHD about this? I have actually just stretched them so much more now. But they make me look like an old, like, they look like an old person. That person didn't come back, did they? I think I ADHD'd too close to the sun with them. Anyway, I've got a better pair of jeans to wear later. Where does everyone buy their jeans nowadays, hey? I'm out of breath. Welcome back, Joe. Vinted? How are you buying jeans on Vinted? Because they don't fit. I go to shops mainly. Thanks, Michael. Wrangler. My favourite pair of jeans I've owned in my entire life was a pair of vintage Wrangler jeans I got when I was like 16. And I used to wear them all the time. And then I slut dropped at a party and they split all the way up the ass. You've shifted to joggers. I mean, I'm trying to shift away from just plain blue jeans. I buy my friend's jeans the other day and they were just new. Like, New Look was good. New Look used to be good, but I think the quality's gone. I've never known comfort like this. You can't just wear joggers all the time, though. I get mine off Amazon. Interesting. I got these the other day. These. Aren't these sick? For an ick. Chinos are an ick. Woodstock, thank you for the follow. Thanks, Diva. These? They're like oversized, kind of baggy, but I like the print. They're cool, right? And then I have... These are always a sleigh as well. There's underwear in them still. Guys, the clean girl aesthetic fears me. Clean girl aesthetic fears me. It's meant to be like a camo print. And then these. Thank you for saying my music's nice, guys. These. I'm a big fan of these. Cute, right? But I just want a pair of jeans that fits me well, makes my ass look good. Those are banging, yeah. Dr. Denim. Sorry, did I disturb? Look how pissed off he is that I've moved around. What? The side eye? Chew.